Alors le lupus, c'est une maladie auto-immune, rare, chronique, ça veut dire quand on l'a pour quand même plusieurs années, voire toute sa vie. C'est rare, mais il y a quand même 28 000 malades en France, donc vous en rencontrerez régulièrement. C'est une maladie qui évolue par poussée. La physiopathologie, c'est des anticorps qui se déposent dans les tissus et des cytokines qui circulent et qui donnent de l'inflammation dans différents organes. La clinique, elle est caractérisée par la présence d'anticorps qui reconnaissent les constituants du noyau cellulaire, ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires. Ici, il n'y a pas de lupus sans anticorps antinucléaires, ça n'existe pas. Donc c'est une nécessité pour retenir le diagnostic. Et l'atteinte inflammatoire spécifique de différents organes, donc vous avez des arthrites, de l'inflammation cutanée, de l'inflammation rénale, d'aglomérulonéphrite à dépôt d'hymen complexe, des inflammations des séreuses, ici une pleurésie, une thrombopénie, anémie hémolytique, etc., etc. Il y a plein d'atteintes possibles. Il faut un peu les connaître, en avoir entendu parler pour pouvoir poser le diagnostic de lupus. Et quand vous avez une atteinte comme ça et des anticorps antinucléaires, vous avez un lupus. Quand on regarde en France, la surmortalité des patients lupiques, vous avez une surmortalité liée aux maladies infectieuses, une surmortalité liée aux maladies rénales et une surmortalité significativement augmentée liée aux maladies cardiovasculaires, alors cardiopathie ischémique, mais également toute maladie cardiovasculaire. Donc la maladie cardiaque, la maladie cardiovasculaire, c'est une part de mortalité importante au cours du lupus. Il y a tout d'abord donc au cours du lupus une atteinte non ischémique spécifique de la maladie, avec au premier rang la péricardite. Alors ça, on n'en meurt pas, ou très rarement quand même. La majorité des cas, c'est de la péricardite aiguë qui évolue au fur et à mesure de l'inflammation, de l'activité de la maladie. Vous avez, alors elle peut être inaugurale, elle est souvent associée à une autre sérite, c'est pas rare d'avoir en même temps une pleurésie. La présentation est classique d'une péricardite, il n'y a rien qui peut la distinguer d'une péricardite idiopathique virale. La tamponnade est rare mais existe. C'est marqué par une très grande corticosensibilité. Quand on a un diagnostic de lupus, il ne faut pas hésiter à mettre des corticoïdes. Les anti-inflammatoires, la colchicine peuvent marcher un peu, mais vraiment pas beaucoup, alors qu'avec les corticoïdes, en 24 heures, l'affaire douloureuse est réglée. Parfois, elle récidive, la constriction est exceptionnelle. Deuxième inflammation spécifique, la myocardite. Alors, on a dans le service rapporté une série de 29 malades dont je vais vous parler. Présentation non spécifique, douleur, essoufflement, augmentation de la troponine, insuffisance ventriculaire gauche, un peu de fièvre. Elle est de façon vraiment intrigante, inaugurale dans 60% des cas. Ça veut dire que c'est l'occasion de rentrer dans le lupus et de faire le diagnostic. Dans notre série, 90% des malades étaient passés par la réanimation. Avec la médiane de fraction d'éjection ventriculaire gauche est à 37%, ça va de 5% à 60%. Et évidemment, le gold standard pour le diagnostic, c'est l'IRM cardiaque. Alors, je ne vais pas m'amuser à commenter l'IRM cardiaque, mais l'IRM n'a rien de particulier par rapport à une myocardite standard, avec des hypersignaux, une prise de contraste retardée de la paroi du VG en sous-épicardique ou en médio-mural. Et elle est parallèle, les anomalies sont parallèles à l'évolutivité de la maladie. On a eu 10% des malades, c'est-à-dire 3 qui sont passés en ECMO, une mortalité à 10%. Et vous voyez qu'avec le traitement corticoïde et immunosuppresseur, la fraction d'éjection du ventricule gauche s'améliore et se normalise dans un bon nombre de cas. C'est une maladie qui répond au traitement corticoïde et immunosuppresseur. Les autres atteintes, il y a dans des proportions variées rapportées de la dysfonction diastolique et de la dysfonction systolique avec parfois des cardiopathies dilatées. La cause n'est pas bien connue. Évidemment, ce n'est pas les coronaires. On parle peut-être de microthrombose, d'une vasculopathie liée à la maladie en elle-même, sans que ça soit de la thrombose, qui induirait de la fibrose endomyocardique et par là même les troubles de fonction systolique et diastolique. Et on va dire que les diagnostics différentiels de ces choses-là et de la myocardite, c'est la toxicité des antimalariques. Il faut toujours se poser la question. Beaucoup plus avec la chloroquine qu'avec l'hydroxychloroquine, le plaquenil. On a quelques malades qui ont eu de la toxicité. Alors c'est réversible. Quand on arrête l'hydroxychloroquine, on a une amélioration de la fonction ventriculaire gauche. C'est très difficile à démontrer. On peut indirectement le montrer en voyant des inclusions particulières, notamment sur les biopsies musculaires. Il y a parfois un parallélisme entre l'atteinte myocardique et l'atteinte musculaire périphérique. Autre diagnostic différentiel, c'est une cardiopathie ischémique, on va dire, très distale avec des microthromboses coronaires diffuses, très très distales, qui sont évidemment pas visibles à la coronarographie, dans le syndrome d'antiphospholipides. Et puis, alors j'aurais pas dû le mettre là, c'est pas un diagnostic différentiel, mais on a aussi au cours du lupus de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais on n'est plus tout à fait dans le cœur.
Alors, on a parlé de l'atteinte non ischémique. On a au cours du lupus une inflammation chronique. Alors, c'est pas l'inflammation de la CRP, de l'interleukine 6, du TNF, c'est l'inflammation surtout liée à l'interféron alpha, mais c'est quand même de l'inflammation chronique. Et on sait que cette inflammation chronique, comme dans toute maladie de système, et donc au cours du lupus, induit une accélération de l'athérosclérose, une athérosclérose accélérée, avec en particulier la modification de la composition de la plaque, et elle favorise les ruptures de plaques, cette inflammation chronique, avec en plus, pour clore la rupture de la plaque, un état prothrombotique, et donc le lupus, même sans antiphospholipides, à cause de l'inflammation chronique, est une maladie où on thrombose plus. Et donc tout ça, ça augmente la mortalité cardiovasculaire par de l'athérosclérose précoce. Alors ça a été démontré depuis très longtemps, et on sait depuis 30 ans que quand on compare la survenue des infarctus du myocarde dans la cohorte de patients lupiques, qui est là représentée en tranche de 10 ans, et qu'on la compare à la cohorte de Framingham, les femmes, par exemple, entre 35 et 45 ans, ont 52 fois plus de risque d'avoir un infarctus que dans la cohorte de Framingham. Ça baisse un petit peu avec l'âge, le risque, mais il reste significatif pour les âges un peu plus importants. C'était pas vrai chez les hommes. Le lupus, c'est une maladie précisément très féminine, avec 90% de femmes, et donc sur risque d'infarctus évident. Et quand on ajuste par rapport aux facteurs de risque cardiovasculaire classique, le risque relatif d'IDM, il reste aux alentours de 10. Quand on fait des études à la recherche de l'athérosclérose infraclinique, et on a toujours au cours du lupus une augmentation de la prévalence de l'athérosclérose infraclinique. Les patients ont plus de rigidité artérielle, d'épaisseur intima média, de plaques carotidiennes, de plaques définies comme étant vulnérables, de calcification coronaire, comme on voit là, et de défects des perfusions coronaires. Alors pourquoi les patients lupiques ont plus de cette atteinte préclinique et puis de l'atteinte clinique? Tout d'abord, il y a probablement des gènes de susceptibilité qui sont communs à l'athérosclérose et aux maladies auto-immunes dont le lupus, avec quelques gènes que je vous ai mis là. Et surtout, de façon intrigante, les patients lupiques, comme tous les patients qui ont des maladies auto-immunes, ont finalement plus de facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Ils sont un peu plus gros, ils ont un peu plus d'insulinorésistance, de diabète, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie avec la baisse du cholestérol HDL et la présence de HDL pro-inflammatoire. Ils fument plus, ils ont plus de sédentarité, parfois d'hyper-homocystéinémie. Quand on ajuste les études sur ces facteurs de risque classiques d'athérosclérose, de mortalité cardiovasculaire, eh bien, en fait, le modèle, par exemple, prédictif de Framingham sous-estime franchement le risque de survenue, d'accident vasculaire. Quand on prend une cohorte de patients lupiques et qu'on la compare en ce qui concerne la survenue d'infarctus non fatal de mort par maladie coronaire, on voit que le chiffre attendu, le chiffre constaté est respectivement 10 fois et 17 fois plus important dans ce qu'on a vu qu'en estimant par la cohorte de Framingham. Et donc les scores tels que le Framingham sont complètement dépassés malgré l'ajustement donc par les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quelle est la cause? Eh bien, c'est probablement que l'inflammation chronique du lupus accélère la physiopathologie de l'athérosclérose, qui est elle-même considérée comme une maladie inflammatoire, auto-immune par certains, avec une dysfonction endothéliale. Je vous passe les détails, mais c'est les anticorps et les cytokines qui agressent l'endothélium, un stress oxydatif, les récepteurs TOL et la voie NLRP3, l'inflammasome qui est augmentée, l'accumulation et l'activation de macrophages et le déséquilibre des réseaux cytokiniques. Finalement, on se retrouve en face d'un patient lupique avec les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, plus l'inflammation chronique qui va apporter donc une augmentation du risque, à mettre en balance également avec la prédnisone. Alors la prédnisone a un double rôle. Tout d'abord, eh bien, elle va calmer l'inflammation et donc guérir la maladie et guérir le facteur risque cardiovasculaire supplémentaire. Et on peut la voir aussi comme c'est des corticoïdes et ça va aggraver l'athérosclérose. Donc le rôle de la cortisone dans cette pathologie-là n'est pas bien clair. Et surtout, le facteur de risque supplémentaire principal chez les patients lupiques, c'est l'atteinte rénale. C'est driver l'atteinte rénale, l'insuffisance rénale, dirige beaucoup de l'athérosclérose accélérée chez les patients lupiques. Et on rajoute pour la thrombose, qui vient clôturer la rupture de la thrombose au niveau de la plaque, le syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors, quels outils prédictifs utiliser dans le lupus pour prédire la survenue d'un accident cardiovasculaire? Est-ce qu'on peut adapter le score de Framingham?
Donc on a vu que les scores sont sous-sensibles, donc on peut évidemment augmenter leur sensibilité en ajoutant un item au score de Framingham. Le lupus est un item supplémentaire, on peut multiplier par 2 chaque item. Pour le score européen on a proposé de multiplier par 1,5 le risque d'événement à 10 ans. Tout ça c'est pas réfléchi, hein, c'est augmenté pour essayer de capturer mieux, d'augmenter la sensibilité. Développer un score spécifique clinique et biologique, ça c'est vraiment difficile parce qu'il faut beaucoup de malades et les cohortes de lupus c'est rarement plus de 500 malades, donc il faut des grosses cohortes et qu'ils soient vérifiés, donc ça pour l'instant c'est pas encore fait. Comment on traite l'athérosclérose dans le lupus? On la traite comme en dehors du lupus. En cas d'événement aigu, c'est une prise en charge classique, une thrombose coronaire, ça se traite pareil chez un lupique que chez un non-lupique. On corrige les facteurs de risque de la même façon, avec quelques petits détails, que chez les patients non-lupiques. Et surtout, il faut traiter l'inflammation du lupus. Quand on saura traiter le lupus avec des petits médicaments, il n'y aura plus de surrisque de mortalité cardiovasculaire. Ça, on ne sait pas encore le faire complètement. La place des statines, elle n'est pas encore définie clairement. Nous, l'ordre de recommandation qu'on avait fait en 2015 en utilisant les recommandations de l'APSAP de 2005, donc ça remonte et c'est certainement complètement dépassé, on considérait que le lupus était un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire. Dans les dernières recommandations européennes de l'an dernier, il n'y a pas la place, il n'y a pas d'explication. On dit que les maladies auto-immunes sont des facteurs de risque, mais on ne donne pas de recette pour quand je mets des statines et quels sont les objectifs. L'aspirine, nous on avait proposé qu'elle soit comme d'autres équipes proposent, qu'on donne de l'aspirine aux patients avec les anticorps antiphospholipides, qu'ils aient ou non thrombosé, ça c'est à peu près consensuel. Et puis en cas de score avec un risque de mortalité à 10 ans supérieur à 5%, on pouvait proposer de l'aspirine. Ça repose sur pas grand chose. Et en fait, en pratique, les patientes lupiques, elles sont souvent pas dans cette circonstance-là. Et puis dépistage systématique de l'athérosclérose préclinique, la littérature nous dit que l'épaisseur intima média et les plaques carotidiennes semblent, chez les patients lupiques, un bon prédicteur de rechute. Donc en conclusion, c'est une atteinte polymorphe avec des atteintes spécifiques, péricardite, myocardique, de l'athérosclérose accélérée, de la thrombose principalement drivée par les antiphospholipides, de la valvulopathie que je vous traiterai peut-être sur les diapositives d'après. Et quand on est devant un malade, la recherche doit s'atteler à trouver des estimateurs de risque cardiovasculaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et des biomarqueurs de risque d'athérosclérose dédiés au lupus. Et puis, on peut faire dans le dépistage l'intima média. Alors, il me reste 1 minute ou non ? Le lupus, quand on parle de lupus, il faut toujours regarder son petit cousin qui est le syndrome des anticorps antiphospholipides. Et la valvulopathie des antiphospholipides, que j'aurais du mal à pas vous traiter aujourd'hui, c'est une anomalie morphologique des valves cardiaques. Le mécanisme, c'est dans le contexte de stress mécanique autour des valves, des micro-blessures valvulaires, exposition des antiphospholipides et derrière une cascade de l'inflammation avec du complément de la fibrine, des plaquettes, de la thrombose. Ça touche sur l'ETT peut-être 30% des malades, en ETO 60-80%, et en fait, il y a moins de 5% de signification clinique. Ça touche plus la mitrale que l'aortique et la tricuspide, et en gros, il y a 2 présentations. Un épaississement diffus global des valves avec une fusion des commissures et une rigidité valvulaire. Et parfois des calcifications, ça j'ai appris ça récemment, mais il y a 10 à 20% des malades qui ont des calcifications. Et puis la forme d'un épaississement proximal ou au niveau du milieu de les valvules, avec parfois des nodules irréguliers, qu'on appelle donc des pseudo-végétations. Quand c'est la mitrale, ça touche surtout la face atriale et le bord de la valve, et puis quand c'est la valve aortique, c'est la face vasculaire. Et c'est ce qu'on appelle cette forme-là, l'endocardite verruqueuse de Liebman-Sachs, qui a été initialement décrit en 1924 chez des patients lupiques. Et on s'est rendu compte après que c'était le syndrome des anticorps antiphospholipides, mais c'est au départ décrit chez des patients lupiques. Alors pour la petite histoire, c'est pas Liebman-Sachs, c'est Monsieur Liebman et Monsieur Sachs, c'est 2 personnes différentes. L'évolution, ça revient quasiment jamais en arrière. Ça s'aggrave souvent, en absence, très très lentement, en absence de première valvulopathie à la première écho, en général ça apparaît pas. Ça évolue plus vers l'insuffisance que vers la sténose, et puis ça peut se compliquer notamment d'embolie cérébrale. Et dernière diapositive, ça c'est pas de Liebman-Sachs, c'est de la thrombose intracardiaque directement. Avec, vous voyez ce caillot là qui a fondu avec le traitement anticoagulant. Alors est-ce que c'est une première étape vers un Liebman-Sachs? En tout cas, ça c'était une patiente SAPL qui avait une thrombose intracardiaque. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions. Question pour Alexis. Alors ces complications cardiaques de lupus, combien de fois les malades commencent leur histoire lupique par une atteinte cardiaque? C'est-à-dire que c'est nous qui les verrions avant vous et on les raterait éventuellement parce qu'on n'y pense pas. C'est pas fréquent.
Les chiffres, on ne peut pas les citer parce que ça dépend de l'endroit où on est. Ça arrive, c'est peut-être inaugural, la péricardite peut être inaugurale, il y a même des tamponnades inaugurales, mais en général il y a eu des signes avant-coureurs, polyarthrite, éruption cutanée, donc c'est très très rare qu'il y ait une manifestation. Alors visiblement dans les myocardites, dans la série de 30 cas qu'on rapporte, il y a 60% de maladies, de présentations inaugurales. On suit 1500 patients dans le service, donc 30 myocardites c'est quand même rare, ouais. Et donc au début, donc c'est pas souvent, mais... Ouais. Et ça sera très rarement isolé. Vous aurez un autre signe clinique et puis il suffit, si vous avez un doute, c'est anticorps antinucléaire. Hein. Ouais. Et après, vous discutez. La myocardite lupique, c'est l'apanage du lupus systémique ou elle est possible dans le lupus cutané? Non, à partir du moment où tu en as au cours d'un lupus cutané, ça devient un lupus systémique. Le lupus cutané, il est défini comme étant limité à la peau. Il y a des indications de remplacement valvulaire pour le Liemann-Sachs ou jamais? Ah, ça arrive, oui. On en fait de temps en temps. Après, la discussion de la valve, moi, je suis pas... de toute façon, le malade, il est sous anticoagulant en général, donc il y aura une indication au long cours aux anticoagulants, si ça peut aider à la décision du type de valve qu'on pose. C'est une vraie période de danger pour le malade, parce qu'il y a un aller-retour dans les anticoagulants et des risques aussi bien de thrombose que d'hémorragie, surtout de thrombose. Donc c'est une période qui est très très risquée pour les malades, mais on est obligé d'en faire une fois ou deux par an à peu près. Quand tu parles d'aspirine pour les patients, c'est en plus des antivitamines K? Pour la prévention... Pour les coronariens, oui. Ah bah non, s'il est sous AVK, non. C'est un lupus tout venant qui a eu des années de corticoïdes et on trouve qu'il a un facteur de risque cardiovasculaire. Il n'a pas d'indication par ailleurs à un traitement antithrombotique. D'accord. Les statines, vous les mettez à tout le monde ou Non, alors de base, on n'en donne pas systématiquement à un patient lupique. On en donne en fonction du cholestérol LDL et puis des autres facteurs de risque. On suit les recommandations, sauf que moi, je ne sais pas comment utiliser les recommandations SCORE européennes récentes. Et puis en fait, quand on regarde, finalement, il n'y a pas beaucoup d'indications. Quand on respecte ça, les patients lupiques, ils ont une mortalité cardiovasculaire augmentée, mais pas trop liée aux facteurs de risque cardiovasculaire classiques, c'est autre chose. Donc finalement, on a peu d'indications à les mettre tous sous cholestérol ou sous hypolipémie, finalement, sous statine.